حدا زعله وعتبان صار له زمان بعت رسول الحلو بيقول مع الرسول إنه الهوى بدله عطول ناسي عطول مين خلى تتدلل علينا مين نزل دمعات عينينا. Voilà. Je vais tout de suite céder la parole à nos deux auteurs. Donc Antoine Chaif Sfer pour la partie plus ancienne, plus historique. On a choisi cette fois une cohérence dans l'espace et pas dans le temps. Avec son livre qu'on a beaucoup apprécié sur la genèse du Liban moderne. Et puis ensuite le colonel Michel Goya, beaucoup plus actuel, un conflit récent, 2006, où le Liban voit le conflit se dérouler sur son sol entre Israël et le Hezbollah. Comme d'usage, globalement une vingtaine de minutes de prise de parole chacun pour présenter votre recherche, les conclusions que vous en tirez, vos travaux, etc. Et puis ensuite, le dialogue avec la salle, parce que ce qui est souvent le plus riche, le plus intéressant, c'est la partie questions-réponses. Voilà. Je vous cède tout de suite la parole. À la fois chronologiquement et parce que vous venez de très loin. Merci. Je vous cède tout de suite la parole. Très bien. Merci beaucoup, colonel Rami. Donc tout d'abord, la première question c'est pourquoi ai-je décidé de travailler sur ce thème? Pourquoi ce livre? Donc je suis d'origine libanaise, né en France, et on a eu la chance de pouvoir retourner régulièrement au Liban et garder un minimum de contact avec ce pays. Et en tant que Français éduqué dans une culture républicaine et plutôt laïque, le confessionnalisme qui règne aujourd'hui au Liban est vraiment aux antipodes de tout ce qu'on a pu connaître et de toutes les valeurs qui ont pu nous être transmises. Et c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé. Et j'ai décidé de me plonger un peu sur ce sujet pour essayer de comprendre d'où venait ce confessionnalisme et pourquoi le Liban était si différent de la France, en dépit des relations que la France avait pu exercer avec le Liban et surtout de l'influence que la France avait eue sur la création du Liban en tant que tel. Donc le confessionnalisme, pour que ce soit très clair, c'est un système de répartition du pouvoir entre les différentes communautés qui peuplent aujourd'hui le Liban. Il y en a environ 17, on peut dire 18 avec la communauté juive. Et chacune de ces communautés hérite, d'après ce système, d'une part du pouvoir qui est proportionnelle à son poids démographique. Donc ça crée une instabilité quasi structurelle, parce qu'à chaque fois que des évolutions démographiques ont lieu dans chacune de ces communautés, le pouvoir devient déséquilibré. Donc c'est un système qui a créé énormément d'instabilité au Liban, mais qui également permet une représentativité de toutes ces communautés, et ça permet d'être quasi assuré pour chacune de ces communautés d'avoir une représentation dans l'État libanais. Donc c'est une question qui est très difficile et qui est totalement étrangère à toutes nos conceptions politiques, constitutionnelles. Je vais essayer rapidement, puisque j'ai 20 minutes, de résumer la manière avec laquelle le Liban est devenu cet État confessionnaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui, car ça n'a pas toujours été le cas. En fait, à partir du XVIIIe siècle, le Liban connaît des changements sociaux, économiques, démographiques qui vont changer radicalement son organisation sociale et politique. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le Liban est un pays qu'on peut considérer comme féodal, avec une population à 2/3 maronite, 20% de cette population est druze, et le reste est composé de communautés orthodoxes, grec-orthodoxes, grec-catholiques, sunnites et druzes. Donc c'est déjà une mosaïque assez variée, assez divisée, et toutes ces communautés qui étaient présentes à l'époque sont encore présentes aujourd'hui. L'organisation de la montagne, comme je le disais, était féodale. À sa tête, il y avait un grand émir, une sorte de prince qui régnait sur la montagne et sur les différentes familles féodales de la montagne qui chacune disposait d'un fief et régnait sur un fief. Ces familles étaient essentiellement druzes et régnaient sur une population qui était essentiellement chrétienne et paysanne. Donc on avait une situation avec un émir, des familles régnantes
qui chacune a leur baronnie, régnant sur une population majoritairement chrétienne. À partir du XVIIIe siècle, avec l'arrivée de nombreux missionnaires, avec le jeu des capitulations qui donnent aux pays occidentaux et notamment à la France, qui crée une brèche dans l'État ottoman permettant aux puissances européennes d'entrer et de jouer sur la scène ottomane, les chrétiens commencent à s'organiser, à monter en puissance. Des écoles se créent, la santé, l'organisation sociale et l'organisation, tout simplement, toutes les infrastructures administratives de la communauté chrétienne s'organisent, et on voit les chrétiens commencer à gagner en importance démographique, gagner en organisation, et la communauté maronite et son église, son clergé, commencent à représenter une force politique qui va rentrer en conflit avec les anciennes féodalités et avec ces anciennes familles qui sont à dominante druze. Donc, on a, à partir au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, une situation où une féodalité à majorité druze voit son pouvoir contesté par une nouvelle force politique qui est essentiellement chrétienne et emmenée avec le soutien de certaines puissances étrangères et qui revendique un pouvoir, ou en tout cas une part du pouvoir, proportionnelle à son importance démographique qui va grandissante. Donc tous les ingrédients sont là pour un conflit, disons, religieux, et en tout cas une polarisation religieuse du domaine politique libanais. À partir du début du XIXe siècle et pendant toute la première moitié du XIXe siècle, cette polarisation religieuse va aller en s'accentuant, non pas tant à cause d'évolutions internes au Liban, mais surtout à cause de ce qui se passe aux alentours. Tout comme aujourd'hui, le Liban est un petit État extrêmement poreux, et tout ce qui se passe dans son voisinage a un impact direct sur les équilibres politiques et sur la situation qui règne dans son pays, sur son territoire. La première moitié du XIXe siècle au Moyen-Orient, elle voit l'affaiblissement constant de l'Empire ottoman et la montée en puissance de nouvelles puissances régionales, notamment l'Égypte, qui va jouer un rôle grandissant en Syrie, à travers son vice-roi, ou en tout cas le dirigeant de l'Égypte qui, après l'expédition de Napoléon III, va prendre le pouvoir et remplacer le pouvoir mamelouk qui tombe avec l'expédition française. Et ce nouveau vice-roi d'Égypte, ce nouveau dirigeant de l'Égypte s'appelle Mehmet Ali. C'est un janissaire d'origine albanaise qui va régner comme un despote relativement éclairé et qui va amener à lui énormément de conseillers français, ce qui va lui permettre de créer en Égypte une puissance qui va rivaliser avec l'Empire ottoman et qui va avoir des ambitions non seulement à l'échelle de l'Égypte mais aussi à l'échelle régionale et notamment sur la Syrie. La France va donc travailler main dans la main avec cette puissance égyptienne, et pour contrer cette influence française qui grandit dans la région à travers l'Égypte, l'Angleterre va commencer à soutenir de façon tout à fait ouverte l'Empire ottoman pour tenter de contenir la pénétration française en Syrie et jusqu'en Mésopotamie. Pourquoi l'Angleterre se soucie en fait de l'Empire ottoman ? Parce que tout simplement l'Inde, qui constitue le joyau de la couronne anglaise à cette époque-là, communique avec l'Angleterre au niveau commercial par le canal de Suez et aussi au niveau terrestre par la vallée de la Mésopotamie. Donc la Syrie constitue pour l'Angleterre un point de passage absolument stratégique et qui économiquement peut asphyxier l'Angleterre du jour au lendemain. Donc savoir la France présente en Égypte et l'Égypte présente en Syrie constitue pour l'Angleterre un risque absolument inadmissible. Donc d'une situation de concurrence ou de conflit entre le sultan de Constantinople et le vice-roi du Caire, on en arrive à une situation de conflit mondial avec les deux grandes puissances impériales de l'époque qui vont se battre pour la domination de la Syrie. Et la clé de cette domination en Syrie, à l'époque, c'est le Liban. Pourquoi le Liban ? Parce qu'au Liban, démographiquement, structurellement, au niveau agricole, il y a une puissance et il y a une quasi
indépendance du Liban par rapport au reste de la région, qui permet au Liban de produire suffisamment de nourriture et suffisamment d'hommes, et de protéger cette production et ces hommes par la géographie. Le Liban donc constitue une sorte de fort naturel qui peut dominer toute la région. Mehmet Ali l'a très bien compris, il va prendre rapidement contact avec Béchir, qui est à cette époque-là, Béchir, qui est à cette époque-là le grand prince de la montagne, qui domine cette montagne. Et cette alliance entre le Liban et l'Égypte va permettre à l'Égypte en 1830 d'envahir la Syrie, et donc de prendre officiellement pied en Syrie. À partir de ce moment-là, les Anglais commencent à penser à des stratégies pour réellement prendre également pied en Syrie, tout comme la France a pris pied en Syrie avec l'Égypte, et ils vont se rapprocher de la communauté druze. Cette communauté dont l'essentiel des membres constituaient ces anciennes grandes familles qui dominaient la montagne libanaise et qui ont vu leur pouvoir remis en cause par l'église maronite. Donc progressivement, dans les premières décennies du XIXe siècle, on voit l'Angleterre se lier dans une alliance de circonstances, mais en tout cas dans une alliance réelle, avec la communauté druze libanaise, et la France, qui à travers l'Égypte prend pied de façon officielle et avec des investissements financiers, des investissements culturels, des écoles, une aide financière directe à l'église maronite, va prendre pied directement au Liban. Donc le Liban, encore une fois, avec une situation locale déjà divisée, une polarisation religieuse déjà existante à la fin du XVIIIe siècle, voit la situation s'envenimer et s'aggraver et prendre une dimension internationale avec l'arrivée au Liban de la France et de l'Angleterre qui vont travailler chacun pour un camp. En 1840, on voit les premières violences interreligieuses. C'est-à-dire que jusqu'à 1840, la tension existe, mais disons que un camp comme l'autre essaye de garder une certaine retenue et de ne pas tomber dans les violences interethniques. On essaye de négocier, on essaye de faire valoir les anciennes alliances, les anciennes voies de communication entre les communautés, mais en 1840, la tension est telle et les enjeux sont tels internationalement que la situation dégénère. Entre 1840 et 1845, de grandes violences ont lieu au Liban, et en 1845, la Porte, avec l'aide des grandes puissances européennes, notamment l'Angleterre et la France, décide de diviser la montagne. Donc là, je vous renvoie à une carte que j'ai essayé de préparer pour y voir un peu plus clair. Donc ce sera la carte qui est à la page 6. Et donc à la carte de la page 6, on voit la division du Liban dans les années 1840 entre une zone chrétienne, ou en tout cas à dominante chrétienne au nord, et une zone druze au sud. Pour la première fois dans l'histoire du Liban, une zone purement chrétienne va être constituée au nord et une zone purement druze, ou en tout cas gouvernée par des druzes, va être constituée au sud. C'est cette division qui va en fait créer les conditions des massacres qui viendront rapidement en 1860 et qui amèneront, disons, à la constitution du Liban tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je vais essayer d'expliquer pourquoi ces massacres ont eu lieu en 1860, et pour ça il faut se pencher sur la constitution de la constitution ethnique et religieuse de la zone sud. Dans la zone nord, l'essentiel de la population est chrétienne et la réalité du pouvoir est entre les mains de l'église et de quelques grandes familles chrétiennes. Mais dans le sud, l'essentiel de la population constituée de paysans majoritairement chrétiens et de grandes familles druzes. Ces grandes familles druzes sont en quelque sorte sur la sellette, voient la population chrétienne monter en puissance intellectuellement grâce à des écoles missionnaires, économiquement grâce au commerce de l'Europe qui va grandissant dans les années 1840-1850. Donc on a une communauté chrétienne qui, dans ces régions dominées par les druzes, commence à vraiment revendiquer un pouvoir et commence à être réellement lassé de la domination de ces anciennes familles druzes. Au nord, le même phénomène se passe, et la situation étant, beaucoup plus simple sur le plan religieux, la transition entre les anciennes élites chrétiennes et les nouvelles élites chrétiennes se fait plus ou moins pacifiquement. Il y a une petite révolte qui se passe, qui met de côté les vieilles familles chrétiennes, et une nouvelle élite prend le pouvoir main dans la main avec l'église maronite. Mais dans le sud,
cette transition démocratique en quelque sorte, ou en tout cas cette transition sociale, ne va pas se faire. Les nouvelles élites chrétiennes qui montent vont s'opposer directement aux anciennes élites druzes, et les anciennes élites druzes vont réagir très violemment en 1860 et organiser de façon préventive une sorte d'épuration de ces zones en essayant de chasser tous les chrétiens de ces zones. Donc les violences sont extrêmement subites et la situation est réglée en l'espace d'un mois. Les chrétiens sont défaits totalement dans les zones sud. Les Druzes en quelque sorte sortent victorieux rapidement. Mais l'émotion que ces massacres suscitent en Europe va amener rapidement une réponse, notamment de la France. Donc, en 1860, la France est un peu empêtrée dans des histoires italiennes, on va dire. L'unification italienne fait que la population française est assez divisée sur le sort qu'on doit réserver au pape. Le parti catholique français est très très sensible à la situation et Napoléon III, voyant la situation des chrétiens de Syrie, se dit « Ce massacre est l'occasion pour moi de partir en Syrie, d'aider les chrétiens et de me rallier l'opinion catholique française. » Au-delà de cet aspect de pur réel politique en quelque sorte, il y a beaucoup de raisons pour la France d'intervenir en Syrie et d'intervenir au Liban. La première raison, c'est les intérêts économiques de la France. Dans les années 1840-1850, comme je le disais, les Européens ont énormément investi dans la région. La France notamment a investi dans l'industrie de la soie au Liban. Lyon est assez dépendante de la soie libanaise pour ses productions. À côté de cette production de soie libanaise, il y a également la question du canal de Suez. Le percement du canal de Suez a commencé en 1857. Pour des raisons juridiques, le percement a dû être arrêté, parce que c'est un peu technique, mais le percement a été autorisé par le vice-roi d'Égypte, mais le vice-roi d'Égypte étant sous suzeraineté ottomane, c'était la Porte et le sultan ottoman qui devaient donner l'autorisation pour le percement du canal de Suez. Donc il y a ce blocage juridique qui fait que le canal de Suez ne peut pas être percé convenablement en 1860. Et la France pense que, en envoyant des troupes en Syrie pour aider les chrétiens, ça créerait un moyen de pression sur le sultan pour obtenir cette autorisation. Ça, c'est un deuxième élément qui va motiver également une intervention française. Et en troisième point, la France ne s'est jamais vraiment remis de l'échec de sa stratégie égyptienne en Syrie. Les Égyptiens n'ont pas pu se maintenir en Syrie après leur invasion. Et la France garde en tête l'idée d'un royaume arabe, ou en tout cas d'une présence d'une entité politique en Syrie qui serait favorable à la France. Et en 1860, la France a envoyé à Damas Abdelkader, donc l'ancien chef de la résistance algérienne à la colonisation française. La France envisage, en tout cas secrètement, mais de façon suffisamment ouverte pour que ce soit su, envisage la création, pourquoi pas, d'un royaume arabe avec Abdelkader à sa tête. Donc, toutes ces raisons suffisent à motiver une expédition française. Et étant donné le drame que constituent ces massacres, les autres puissances européennes, bien qu'elles ne soient pas absolument enthousiastes à l'idée de voir des troupes françaises mettre le pied au Liban, acceptent l'idée de cette expédition. Une fois sur place, les troupes françaises vont se comporter extrêmement bien. Elles vont participer à la reconstruction de tous les villages détruits. Elles vont aider au rapatriement des victimes, à leur réinstallation. Elles vont passer 1 an en tout sur place. Et grâce à elle, disons que la vie des victimes va pouvoir reprendre relativement normalement. C'est à ce moment-là aussi qu'en France, on voit l'apparition des œuvres d'Orient, qui sont créées officiellement en 1856, et qui vont avoir, avec l'expédition de Syrie de 1860, leur première réelle intervention à l'étranger. Et leur première grosse mission, en quelque sorte, au service des chrétiens d'Orient. Donc les œuvres d'Orient existent encore d'ailleurs aujourd'hui. Je crois qu'un de nos amis m'a dit qu'une exposition avait actuellement lieu au Sacré-Cœur sur le thème des chrétiens d'Orient, donc c'est parfait. Donc c'est ces œuvres d'Orient qui apparaissent à l'époque et qui vont également jouer un jeu aux côtés de l'armée française pour en quelque sorte réhabiliter la montagne chrétienne. La question qui se pose alors, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait du Liban. Le règlement de 1845 a divisé la montagne. On s'est bien rendu compte que ça ne marchait pas. Les élites historiques
druzes se sont totalement discrédités. Après ces massacres, les Anglais ne sont plus en mesure de les soutenir. Donc les Druzes sont extrêmement isolés, les chrétiens font figure de victimes, et la France a l'occasion de créer une sorte de petite région autonome, ce pied ou ce marchepied qu'elle a toujours espéré avoir en Orient. Donc la France va pousser auprès de la Porte et auprès des puissances européennes pour créer au Liban une sorte de région autonome qui serait aux mains de ses alliés locaux, c'est-à-dire les Maronites. Dans l'année 1860-1861, des tractations extrêmement difficiles et extrêmement serrées ont lieu à Beyrouth entre la Porte et notamment l'Angleterre et la France. Et en juin 1861, on arrive à la constitution d'un nouveau statut pour le Liban. Donc une région autonome va être créée. Le Liban en tant que tel est réunifié, selon la carte que vous voyez à la page 7. Et un nouveau régime va être instauré, le régime de la Mutasarifa. Ce régime, c'est en fait un régime assez décentralisé avec 7 régions de la montagne qui en quelque sorte s'organisent en fonction de l'appartenance religieuse des populations. Donc on a la Koura qui est à dominante orthodoxe, on a Batroun, Kesserwan qui sont à dominante maronite, Zahle qui est à dominante grecque catholique, le Maten qui est une région un petit peu complexe où cohabitent à la fois des orthodoxes, des druzes et des maronites, et on a dans le sud le Chouf et le Jézine qui sont des régions à dominante druze. Donc cette formule satisfait à peu près tout le monde, et ces 7 régions ont le droit chacune d'envoyer un représentant à Beyrouth, ou en tout cas dans la banlieue de Beyrouth, pour siéger au sein d'un conseil qui sera présidé par un agent ottoman qui sera chrétien, catholique, mais étranger à la montagne, pour éviter de donner trop de pouvoir aux maronites. Donc c'est cette formule un petit peu bancale, mais en tout cas qui satisfait à peu près tout le monde, qui va être adoptée en 1861. Les maronites ne sont pas totalement satisfaits, parce qu'étant donné leur statut de victime et étant donné leur importance démographique, ils espéraient, ou en tout cas ils estimaient mériter mieux. Donc les maronites vont pousser, avec l'aide de la France, afin d'obtenir une représentativité des différentes régions et des différentes zones que vous voyez sur cette carte, qui soit, disons, proportionnelle à leur importance démographique. Et donc en 1861, ce statut est adopté, et en 1864, un premier amendement y est apporté, et cet amendement dispose que le conseil qui dirige cette région autonome serait désormais composé de 4 maronites, 2 orthodoxes, 1 grec catholique, et de 3 druzes, 1 sunnite et 1 chiite. Donc dans cet amendement, pour la première fois dans l'histoire du Liban, est introduite l'idée que chaque communauté obtiendrait une représentation et obtiendrait une part du pouvoir qui serait dépendante de son poids démographique. Et c'est là, en 1864, par cet amendement au règlement de 1861 qui en fait venait régler les massacres de 1860, qu'on voit pour la première fois introduite dans le droit libanais, ou en tout cas dans le droit ottoman, s'attachant au Liban, cette idée du confessionnalisme. Donc comme on le voit, ce principe est encore présent aujourd'hui, dans une forme un peu différente, mais disons que le principe de cette répartition proportionnelle est toujours là. Ça n'a pas réglé les divisions du pays, ça n'a pas permis un équilibre entre les communautés et un partage du pouvoir serein et en tout cas reconnu comme légitime par tous. Mais disons que depuis lors, chaque communauté, même la plus petite, a droit à une voix, a droit à un poste dans l'administration libanaise, au Parlement libanais et dans le gouvernement libanais, même actuellement. Là, le gouvernement vient d'être recomposé en février après 10 mois de vacances. Et encore une fois, dans ce gouvernement, on observe une répartition des différents portefeuilles entre toutes les communautés en fonction de leur poids et de leur importance respective. Donc c'est ce confessionnalisme que beaucoup de Libanais estiment éternel et qu'ils voient comme ayant toujours existé, a une origine historique. Cette origine historique, elle plonge au XIXe siècle dans les rapports de force que les grandes puissances européennes ont exercés sur l'Empire ottoman, et
dans les rapports de force locaux que les Druzes, les Maronites et les autres communautés du Liban ont exercé les unes sur les autres. Donc l'objectif que j'avais en écrivant ce livre, c'était pas de trouver une solution alternative au confessionnalisme, je pense que j'en ai pas les moyens et j'en ai absolument pas la légitimité, mais c'était au moins d'essayer de comprendre d'où venaient les divisions actuelles et apporter une petite pierre à l'édifice un peu bancal aujourd'hui qui constitue le débat constitutionnel au Liban. Donc voilà ce que j'avais essayé de faire et j'espère avoir été suffisamment clair et concis pour que tout le monde comprenne à peu près d'où vient le confessionnalisme libanais. J'aimerais juste, avant de terminer, comme je le disais, la situation au Liban est toujours assez similaire, en tout cas au niveau de l'organisation du pays. Et l'instabilité qu'on a connue au Liban en 1860, c'est pas vraiment réglé non plus. C'est-à-dire qu'en 1975-1990, on a eu des violences qui sont tout à fait similaires à celles qu'on a pu voir à l'époque. De la même manière que la France est intervenue en 1860 pour essayer de régler la situation, on a toujours des soldats français aujourd'hui au Liban. Il y a eu les soldats français qui ont perdu leur vie au Drakkar en 1983. C'était un grand sacrifice de nos paras. Et aujourd'hui encore, des soldats français servent avec l'ONU, avec la FINUL. Et j'aimerais juste avoir une petite pensée pour le 40e régiment de transmission que j'ai vu avant son départ, et notamment pour un très bon ami, le lieutenant Henri, Charles de son prénom, qui sert actuellement à Nakoura. Puisque la bande sera sur internet, je lui enverrai et il sera très heureux d'avoir été cité. Voilà, merci. Outre le côté très sympathique de ce bonjour par le biais des ondes, le fait de parler de la FINUL, ça nous fait directement la transition, Michel. Et donc, on fait pour le même territoire un bond dans le temps et on se retrouve au début des années 2000. Oui, alors moi je vais vous parler du conflit qui a eu lieu durant l'été de 2006 entre Israël et le Hezbollah. Alors pourquoi je me suis intéressé particulièrement à ce conflit ? Parce qu'il était surprenant. Et par principe, il faut s'intéresser aux événements surprenants, aux succès imprévus, aux échecs imprévus. C'est que généralement, il se passe quelque chose de beaucoup plus profond derrière tout ça. Et là, en l'occurrence, cet échec de l'armée israélienne, de la très puissante armée israélienne, qui a quand même engagé dans cette affaire l'équivalent de l'armée de terre et de l'armée de l'air française actuelle, face à une organisation qui disposait même pas d'un seul char, et elle a échoué. Globalement, militairement, c'est un échec. Et donc c'est un échec très surprenant, mais qui survenait aussi à une période, au printemps et l'été 2006, qui était, qui survenait au moment où, en Afghanistan, la force internationale, l'ISAF, pénétrait dans le sud afghan et était complètement surprise par la situation qui régnait dans ce sud. À l'époque, le ministre de la Défense britannique avait dit j'espère qu'aucune cartouche ne sera tirée pendant les 3 ans que les troupes britanniques, la présence des troupes britanniques dans le Helmand, dans le sud. Bon, et comme on sait, c'était effectivement loin de le cas. Donc, une grande surprise, une surprise stratégique en Afghanistan, qui a frappé les forces de la coalition. Une surprise qui a frappé également les forces de la coalition, et particulièrement américaines, en Irak en 2006, puisque le printemps 2006, ça correspond à l'effondrement, à l'implosion, véritablement, au basculement de l'Irak dans la guerre civile, et l'impuissance pendant pratiquement plus d'1 an des Américains à enrayer cette spirale. Et donc, en même temps, Israël qui bute sur le problème du Hezbollah. Donc on avait toutes les armées occidentales ou occidentalisées, les plus grandes puissances militaires du monde qui se sont retrouvées mises en échec simultanément durant cette année 2006. Ce qui me fait penser qu'on a peut-être assisté à ce moment-là à une forme de transition, à un basculement, à la fin peut-être d'une supériorité occidentale très forte, quasi totale, qui avait peut-être sans doute débuté avec la première guerre du Golfe, 1990-91, qui était déjà en soi un événement surprenant par l'ampleur de la victoire américaine. Alors, pourquoi étudier encore ce conflit ? Bon, d'abord parce que c'était mon métier, et parce que, effectivement, on pouvait y trouver beaucoup de choses on pouvait en tirer énormément d'enseignements pour la manière dont évoluaient nos armées et les forces armées françaises en particulier. Et les échecs attribués à Tsahal, donc à l'armée israélienne,
enfin plus exactement, les faiblesses qui ont amené ces échecs, bien ces faiblesses, on les retrouve quand même très largement dans nos forces actuelles. Et donc par ce travail, j'ai essayé de montrer quelles pouvaient être nos illusions en matière militaire et quelles pouvaient être nos faiblesses. Alors ce conflit, déjà, première surprise, il a débuté le 12 juillet par un raid du Hezbollah. Alors c'est pas le premier, on est dans une période, c'est l'aboutissement d'une sorte de guerre froide qui commence en 2000 avec l'évacuation du sud Liban par l'armée israélienne, ce vide qui est occupé presque immédiatement par le Hezbollah, qui était le principal adversaire, la force de guérilla qui avait le plus combattu la présence israélienne et qui apparaissait déjà comme vainqueur. Période de guerre froide de 6 ans avec un certain nombre d'actions, d'accrochages, de raids aériens, de raids terrestres de part et d'autre. Et puis là, le 12 juillet, à nouveau un raid du Hezbollah qui a une particularité d'abord, c'est qu'il est extrêmement bien monté, bien organisé, extrêmement professionnel, digne des meilleures forces spéciales actuellement dans le monde. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le Hezbollah a étudié le système de défense israélien, a pénétré par l'écoute dans son réseau, a déterminé quel était le point faible du système défensif, donc ce fameux mur barrière qui protège tout le territoire israélien. Donc ils ont réussi à pénétrer à l'intérieur du territoire israélien, ils ont creusé sous cette barrière, ils ont attendu une patrouille israélienne dont ils savaient que c'était la dernière patrouille, cette unité allait repartir, allait être relevée. Vous imaginez qu'ils n'étaient pas forcément au maximum de la vigilance, donc ils font tomber cette patrouille dans une embuscade, ils tuent un certain nombre de soldats israéliens, en capturent 2, se replient sur le territoire libanais. Là, simultanément, ils déclenchent des tirs de roquettes pour faire diversion, et la force de réserve, la force d'intervention israélienne réagit bien évidemment tout de suite, pénètre sur le territoire libanais, et là tombe à son tour dans une embuscade. Un char Merkava, c'est 60 tonnes d'acier qui est complètement pulvérisé par un engin explosif. Donc cette force de réaction est elle-même stoppée, et les drones qui sont envoyés au-dessus du village où s'est réfugié le commando du Hezbollah, en espérant donc tout suivre à la trace ce commando et notamment suivre les deux prisonniers. À partir du drone, les Israéliens voient des véhicules 4x4 partir, plusieurs du même type, même couleur, même type, partant dans tous les sens en même temps et saturant donc les capacités du réseau. Donc là on est face à quelque chose qui est extrêmement bien monté, qui aurait déjà pu être un indice des difficultés qui allaient suivre, mais là les Israéliens décident de frapper, commencent par frapper, il y a une opération de riposte qui a lieu immédiatement, ils saisissent l'occasion pour détruire tout l'arsenal de lanceurs à longue portée dont disposait le Hezbollah, fourni par l'Iran, et capable de frapper, d'envoyer plusieurs centaines de kilos d'explosifs jusqu'à Tel Aviv. Donc une menace importante, fort. Passage en Autrac, le Hezbollah était à ce moment-là la seule organisation non étatique au monde à disposer de tels moyens. Donc raid israélien sur ces lanceurs qu'ils connaissaient, qu'ils avaient repérés, difficilement dissimulables, et destruction de cette force de frappe. Donc les choses auraient pu en rester là, ça s'était à peu près passé comme ça chaque fois qu'il y a eu des incidents précédemment, mais là les Israéliens décident d'aller plus loin, décident de monter aux extrêmes. Et là on voit apparaître d'abord ce qui peut surprendre pour les Français, on voit apparaître le chef d'état-major des armées en premier qui parle à la télé en disant nous allons ramener le Liban 20 ans en arrière. Puis on a le Premier ministre Olmer qui lui-même parle et annonce des objectifs impressionnants en disant voilà, on va récupérer nos prisonniers, on va tuer Nasrallah, on va détruire le Hezbollah, on va tuer Nasrallah, etc. Et donc on est là tout de suite dans une montée aux extrêmes, et les Israéliens décident effectivement de porter le fer, de porter fort. Et là, ils ont le choix finalement entre plusieurs cibles. Et ils décident de frapper le Hezbollah, ce qui est logique, mais ils décident aussi de frapper le Liban. Plus exactement, ils décident de faire pression sur le gouvernement libanais pour qu'il applique une résolution des Nations Unies qui lui impose de désarmer le Hezbollah. Donc déjà, ce qui introduit un deuxième conflit dans le conflit, qui va complexifier largement les choses, et à un moment même, les Israéliens hésitent avant de frapper la Syrie. Mais ils se concentrent sur ces deux cibles. Ensuite, dans la méthode, ils décident de le faire, on appelle ça de faire une campagne systémique, c'est-à-dire qu'ils considèrent, c'est une approche qui considère l'ennemi comme un système global, avec sa tête, ses terminaisons nerveuses, ses points clés, et il suffit de frapper par des raids aériens, par des tirs d'artillerie, par des feux, tout simplement. Donc de frapper l'ensemble de ce système, un peu à la manière de la puicomture, et à partir de là, arriver à soit le faire s'effondrer, soit à
faire suffisamment pression sur lui pour l'obliger à, au minimum à négocier, au maximum à capituler. Et donc c'est un système de pression globale sur l'individu, essentiellement par des moyens aériens. C'est une approche qui s'oppose à une approche plus classique, plus clausewitzienne on dira, où il s'agit d'aller frapper sur le territoire adverse, d'aller détruire ou occuper le centre de gravité de l'adversaire, c'est-à-dire l'occuper physiquement, occuper la capitale, détruire les forces, ou planter des drapeaux quelque part, qui est une approche plus classique, on dirait, mais qui a le désavantage d'être beaucoup plus risquée et coûteuse. Donc on fait ce choix de lancer de grandes campagnes aériennes dès le 13-14 juillet. Donc il y a des raids, et ça c'est la montée on franchit une marche supplémentaire dans cette escalade, où les Israéliens décident de frapper Beyrouth, de frapper le quartier chiite de Beyrouth, de frapper les infrastructures du Liban, de frapper l'aéroport de Beyrouth. Alors on se demande pourquoi frapper l'aéroport de Beyrouth, parce qu'il y a eu un raid sur le territoire israélien. Donc c'est le prétexte, c'est de dire voilà, c'est pour éviter que le commando, enfin les gens du Hezbollah s'échappent avec nos prisonniers. Bon, en réalité c'est pour faire pression sur le gouvernement libanais. Et donc il y a une campagne deux campagnes superposées sur le Hezbollah et sur le Liban. Et là, les choses ne se passent pas comme prévu. D'abord, tout de suite, on se retrouve avec une humiliation profonde, puisque il y a un navire israélien qui est au large de Beyrouth, donc qui est visible de tous, et qui d'un seul coup se fait frapper par des missiles sol-mer dont disposait le Hezbollah, avec l'aide, encore une fois, avec l'aide de l'Iran. Et donc on se retrouve avec cette corvette israélienne qui a éteint tous ces dispositifs antimissiles pour pas brouiller les avions israéliens qui sont au-dessus, donc qui est parfaitement visible et qui se fait frapper, qui se fait pratiquement détruire par deux missiles du Hezbollah. Et le navire flambe au vu de tout le monde au large de Beyrouth. Et ensuite, on s'aperçoit que le Hezbollah est capable de frapper à son tour Israël par des roquettes, des tirs de roquettes, des petites roquettes de calibre relativement moyen, qui frappent pas très loin, qui frappent le nord, quelques kilomètres au nord du pays, mais qui sont d'ailleurs pas du tout même précises, mais elles sont là, c'est-à-dire que tous les jours, pendant cette guerre qui va durer plus d'un mois, vous aurez entre 100 et 200 roquettes qui vont tomber sur le sol israélien, qui vont faire relativement peu de victimes, c'est une quarantaine de victimes, à comparer aux 2000 Libanais qui se font tuer par les frappes israéliennes, mais elles vont symboliser, elles vont visualiser la résistance du Hezbollah, tout simplement. Et là, ça c'était quelque chose qui était relativement imprévu. Plus exactement, Israël l'avait plutôt négligé, c'était concentré sur la grande menace, la menace principale qui était celle des missiles. Et donc, on se retrouve avec ces roquettes, effectivement, qui tombent et qui sont extrêmement déplaisantes, pour le moins, qui paralysent en réalité toute la vie dans le nord du pays. Et avec cette situation qu'on retrouve un petit peu dans ces conflits entre Israël et ses voisins, où situation où finalement ce sont les civils qui sont frappés plus que les militaires eux-mêmes. C'est-à-dire que les militaires israéliens, eux, pratiquent une guerre à distance, par de frappe, donc ils sont relativement préservés, ils refusent d'aller au contact, donc ils prennent assez peu de risques. Mais derrière eux, vous avez les civils israéliens qui, eux, prennent des roquettes sur la tête. Et de la même façon, en face, vous avez les civils, la population civile libanaise qui, elle, va prendre des raids, va être frappée par des raids aériens tous les jours. Et là, on décide, donc Israël, face à cette nouvelle situation, qui est pas forcément prévue, décide d'augmenter les doses, et d'augmenter les doses de feu. Donc c'est une sorte de fuite en avant et dans la pression. Et donc dans ces deux campagnes, contre le Liban, contre le Hezbollah. Et là, on ne s'aperçoit pas qu'en réalité, ils sont en train d'engranger une mécanique qui va être fatale aux Israéliens. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une configuration où les Israéliens, tous les jours, à la télévision, vous voyez des raids israéliens, vous voyez des frappes sur le sol libanais, une bonne partie de la population qui est obligée de fuir, de s'exiler, vous avez des ravages qui sont par ailleurs très habilement exploités par le Hezbollah. Je me rappelle de cette photo où on voit la même femme qui pleure à des endroits différents. C'est-à-dire qu'ils utilisent des sections de pleureuses, des unités de pleureuses qui déplacent. Dès qu'il y a un bombardement, ils envoient une section de pleureuses devant les caméras. Et donc c'est parfaitement bien exploité par le Hezbollah. Et surtout, ce processus va modifier les perceptions, va modifier l'opinion publique
internationale en particulier, qui au départ était plutôt favorable à Israël, considérait qu'Israël était agressé, que le Hezbollah était une organisation qui est classée par de nombreux pays comme terroriste. Ce Hezbollah, on parlait du Drakkar, c'est quand même le Hezbollah qui a priori nous a tué 55 parachutistes ce jour-là. Et le fait d'avoir cette asymétrie entre effectivement des frappes de part et d'autre, mais des frappes de roquettes qui tapent un peu dans les champs, qui font relativement peu de victimes visibles, et puis ces frappes israéliennes vont petit à petit entraîner un processus diplomatique qui va au bout du compte être obligé les Israéliens à arrêter leurs actions. Donc cette pression finalement va se retourner contre les Israéliens. Ensuite contre le Hezbollah, donc il y a toute une campagne là aussi extrêmement sophistiquée de frappe, de repérage, de tir des lanceurs de roquettes du Hezbollah. Et quand vous discutez avec les aviateurs israéliens, ils sont très fiers de vous dire que voilà, il suffit de quelques minutes, dès qu'il y a une roquette qui est tirée, dans la foulée vous avez un drone qui repère ce lanceur et immédiatement après vous avez une frappe sur ce lanceur. C'est peut-être les Israéliens qui sont les plus au point, les plus efficaces dans ce genre de procédé sur un très petit territoire. Je rappelle que tout ça se joue au sud de l'Italie, c'est en gros 45 km sur 25. C'est tout petit, c'est le théâtre des opérations. Et donc effectivement, dès que le Hezbollah lance une rafale de roquettes, tout de suite ces lanceurs sont repérés et puis sont souvent détruits. Le problème c'est que le Hezbollah s'en foutait, c'est-à-dire que très concrètement ils avaient acheté, ce sont des lanceurs low cost, très peu coûteux. Et le Hezbollah disposait de plusieurs milliers et c'était considéré comme consommable. Les camions qui tiraient les roquettes, après ils étaient abandonnés par leurs serveurs, ils étaient détruits par un raid israélien, mais le Hezbollah avait pris en compte déjà cette menace comme beaucoup d'autres choses et finalement toutes ces frappes, ces multiples frappes ne servaient à rien. C'est-à-dire qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, les frappes du Hezbollah continuent et l'armée israélienne se sent quand même obligée d'intervenir au sol pour essayer au moins d'occuper les lieux, de détruire ces sites de lancement. Et là, en faisant intervenir l'armée de terre israélienne, avec beaucoup de réticence, parce que faire intervenir au Liban, c'est la peur, la grande peur, c'était d'occuper le Liban, de s'embourber à nouveau dans ce pays où ils étaient depuis, ils sont restés pendant 18 ans, où plus de 1000 soldats israéliens sont quand même tombés, ce qui a laissé de très mauvais souvenirs quand même. Mais donc on y va, on hésite, et puis surtout on le fait mal. On le fait mal et là l'armée israélienne s'aperçoit qu'elle ne sait plus faire ce type de guerre. En fait, elle ne sait même plus faire la guerre pour simplifier. L'armée israélienne, c'est une armée à mémoire très courte. C'est une armée d'appelés. Les appelés font, chaque citoyen israélien, homme et femme, fait entre 2 et 3 ans de service. Les officiers, la plupart des officiers sont également des appelés ou à très court contrat. Donc ils n'ont pas de mémoire. Et cette armée israélienne, depuis de nombreuses années maintenant, son rôle principal, c'est de gérer les territoires palestiniens, de gérer les mouvements palestiniens, de lutter contre ces organisations palestiniennes, soit dans les territoires eux-mêmes, soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, soit de plus en plus à distance. Donc là encore une fois, même face à la bande de Gaza, face au Hamas, on agit de plus en plus indirectement. Et les forces qui sont au sol sont plutôt des forces essentiellement de police et qui font des actions où elles prennent relativement peu de risques face à un adversaire qui lui-même n'est pas très puissant, qui est beaucoup moins équipé en tout cas que le Hezbollah. Et donc quand cette armée israélienne qui est devenue une grande force de police pénètre au sud du Liban, là les choses se passent très mal. Ils se retrouvent face à une force du Hezbollah qui s'avère extrêmement efficace, qui est redoutablement efficace, très bien organisée, très décentralisée. On s'aperçoit que le Hezbollah a mis en place tout le long du sud du pays un réseau souterrain extrêmement sophistiqué à la barbe de la Fénule qui est exactement au même endroit que personne n'a vu venir, n'a vu quoi que ce soit, n'a voulu voir et donc on est avec un réseau de défense souterraine extrêmement sophistiqué avec tous les villages
de la région qui sont occupées par des forces professionnelles, par des milices, et qui résistent, qui tiennent le village selon un mode de combat qui est extrêmement décentralisé. Et ça, c'est nouveau par ailleurs pour une armée arabe, de combattre comme ça de manière très décentralisée pour défendre son propre village avec une infanterie légère. Et donc vous avez tout ce réseau défensif qui s'avère très résistant. Sur ce réseau défensif, vous avez des forces mobiles, professionnels, et là on s'aperçoit que le Hezbollah dispose de moyens techniques très pointus, notamment tout ce qui est missiles anti-chars. Il dispose de ce qui se fait de mieux à ce moment-là en matière de missiles anti-chars, fournis par la Syrie via la Russie, enfin par la Russie via la Syrie. Et là, effectivement, le Hezbollah utilise ces missiles anti-chars face aux redoutables chars Merkava. Ça s'avère très efficace. Et puis ils utilisent aussi de vieux missiles, et ça on se demandait pourquoi, et finalement ils s'en servent comme artillerie extrêmement légère, avec une logistique extrêmement légère, et c'est très mobile et ça leur permet de tirer sur les bâtiments dans lesquels se réfugie l'armée israélienne. Et au bout du compte, on se retrouve pendant plusieurs semaines de grignotage où les Israéliens ne savent pas, on est en situation encore une fois de dissonance cognitive, ils ne savent pas en fait ce qui se passe. Est-ce qu'on est en situation de guerre? Le mot guerre est proscrit à ce moment-là dans l'état-major israélien. Il est interdit de parler de guerre. On est toujours dans une mission, je sais pas trop, de stabilisation. Et petit à petit, on monte des opérations de plus en plus importantes. On fait intervenir des unités de réserve. On s'aperçoit que ces unités de réserve sont parfois moins bien équipées que les soldats du Hezbollah. On s'aperçoit que la logistique, qui est la nouvelle structure de logistique, qui ressemble beaucoup à celle que nous avons mis en place par la suite nous-mêmes, avec un système de base de soutien le long de la frontière, c'est-à-dire qu'on retire la logistique des unités pour les regrouper dans des bases géographiques. Ça a fonctionné à peu près lorsqu'il y avait des opérations de petite ampleur dans le territoire palestinien. Là où il faut engager l'équivalent de l'armée de terre d'un seul coup, le système est complètement paralysé, complètement saturé, et pour la première fois, c'est la première guerre où la logistique fonctionne aussi mal du côté israélien, alors que les forces sont pourtant à quelques kilomètres des bases, mais plus personne ne sait qui doit fournir de la logistique à qui. Et donc on se retrouve avec des unités qui sont assoiffées, qui ne reçoivent plus rien, d'autres qui reçoivent le double de ce qui est nécessaire, etc. Enfin, et donc des opérations qui sont extrêmement maladroites, qui sont très mal conduites, au bout d'un mois de combat, ou alors qu'on sait qu'il y a tout un processus diplomatique qui est en jeu, on exige, on a obtenu une date de cessez-le-feu pour le 14 août, et là, mystérieusement, les Israéliens décident de monter une dernière offensive, donc ils se disent on va mettre le paquet, on va sauver l'honneur, et on va foncer jusqu'au litanie. Et puis, le processus est tellement brouillon que finalement, au bout du compte, on se retrouve à 2 jours de la date limite du cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'on se retrouve à une situation où les Israéliens engagent une dernière offensive, une grande offensive, là ils mettent le paquet, avec des soldats qui savent que 2 jours plus tard, ils seront obligés de quitter le terrain qu'on leur demande de conquérir. Donc vous imaginez aussi l'état d'esprit de ces gens-là. Et là, ils lancent cette offensive qui s'avère être globalement désastreuse. C'est un bon quart, un tiers des pertes israéliennes vont survenir pendant ces 2 jours. Ils vont tomber dans les embuscades anti-chars. Ils vont faire preuve parfois d'un amateurisme qui est assez étonnant. Et finalement, cette dernière offensive ne sera qu'une humiliation supplémentaire dans une guerre qui est une guerre complètement ratée, d'une puissance, d'une armée aussi puissante que Tsahal, qui voulait d'une certaine façon restaurer sa capacité de dissuasion, montrer sa force en frappant le Hezbollah, et qui finalement se retrouve dans une situation inverse où il a dévoilé toutes ses faiblesses, tout ce que les Israéliens appellent le balagan. Le balagan, c'est le désordre qui s'est créé avec le temps à l'intérieur de cette structure. Et là, au bilan politique, finalement, le Hezbollah se retrouve vainqueur un peu par surprise parce qu'il n'a pas perdu. C'est comme si moi j'affronte Mike Tyson et je reste toujours là au bout de 15 rounds, on dira c'est moi qu'on va regarder.
Et là, c'est la même chose. Donc, les quelques milliers de miliciens du Hezbollah ont tenu tête à la puissante armée israélienne. Et donc, prestige important, même si on fait quand même grief au Hezbollah d'avoir déclenché toute cette violence, cette puissance au-dessus du Liban, de manière sans doute inattendue, ce que Nasrallah a admis. Mais voilà, politiquement, le prestige du Hezbollah est immense. Inversement, Israël se retrouve dans une configuration où aucun des objectifs qui avaient été fixés au départ n'a été atteint. Les prisonniers n'ont pas été récupérés. Le Hezbollah est toujours là. Même dans les derniers jours du combat, il balançait 200 roquettes chaque jour sur le nord d'Israël. Et donc, aucun des objectifs n'a été rempli. L'armée israélienne a fait preuve d'une très grande maladresse, de beaucoup de désordre. On s'est aperçu à cette occasion que les années qui avaient précédé avaient des années un peu de troubles en matière de doctrine, que des années de réduction budgétaire, et que finalement dans ces réductions budgétaires, l'armée israélienne s'était fractionnée entre une armée de haute technologie, l'armée de l'air, force spéciale, qui assurait le plus gros du travail, et puis une deuxième armée, l'armée d'active, qui elle avait perdu des compétences, et puis une troisième armée très importante à Israël, celle des réservistes, qui elle était avait été complètement délaissée, complètement abandonnée. Et toute cette force finalement n'avait plus du tout la cohérence qu'elle avait auparavant. Et donc au bilan, c'est une guerre ratée. Les Israéliens ont quand même tiré un certain nombre de leçons, et c'est le Hamas qui va payer un peu pour ça. Pour restaurer quelques années plus tard, c'est l'opération Plomb durci à la fin de 2008, début de 2009 dans la bande de Gaza, où les Israéliens agiront de manière différente, et déjà pour commencer ne se fixeront aucun objectif, ça ils sont sûrs de ne pas être trahis, mais voilà, on est dans une situation où la puissante armée israélienne a été mise en échec. C'est une situation de trouble organisationnel, de trouble intellectuel, ils ne savaient plus faire la guerre. À l'époque, quand j'avais écrit ce papier, mes premières études, j'avais dit, c'était en 2006, donc tout de suite après le conflit, j'avais dit attention, sommes-nous Français dans une situation où la foudre nous épargnera pas éternellement, et où on va se retrouver dans une situation, nous aussi, de combat, très certainement, et il faut faire attention de faire surprendre comme les Israéliens l'ont été. Et ça, c'était quelques temps avant l'embuscade d'Uzbin, par exemple, en Afghanistan. Et donc, pour terminer, voilà un conflit qui est peut-être le dernier d'une époque, le premier d'une autre époque, et sur lequel il faut effectivement réfléchir, parce que on peut plus faire la guerre de cette façon. Au passage, je terminerai juste là-dessus, ce conflit avec une armée de haute technologie face à une armée de miliciens, quand on fait le bilan des pertes, j'avais calculé que ça avait coûté à Israël $10 millions pour tuer un milicien du Hezbollah. Voilà, donc à l'époque j'avais dit il aurait mieux valu éventuellement bombarder avec des liasses de billets l'ensemble du sud Liban, ça aurait été plus efficace, ou d'envoyer un chèque à chaque milicien du Hezbollah. Mais voilà, et quand on regarde la manière dont on a fait la guerre en Afghanistan, on a fait la guerre en Irak. En Irak, ça coûtait aux Américains $1 milliard tous les 3 jours. On est une configuration d'armée occidentale taillée pour des conflits interétatiques, taillée essentiellement pour affronter d'autres armées du même type, affronter le pacte de Varsovie, qui se retrouve à affronter des hommes en Kalachnikov se déplaçant en mobilette. Et là, il y a une asymétrie considérable de moyens, une asymétrie considérable d'argent, une asymétrie considérable également de motivation qui doit nous interpeller. Voilà, donc du 18e au 21e siècle, le Liban, avec un focus sur le sud Liban. La parole est à la salle. Et les questions à la salle. Bon, alors moi, je peux commencer avec des questions. En tant qu'Antoine Charret-Fisfer, je voudrais que vous nous expliquiez le lien entre la date de 1711 et le confessionnalisme. Parce que vous avez beaucoup parlé du 19e, de la fin, de 1864, mais je n'ai pas bien saisi le lien avec la première date. D'accord, ayant 20 minutes, je me suis dit que c'était absolument impossible de couvrir réellement tout le sujet. Alors en 1711, ce qui s'est passé au Liban, c'est une bataille assez importante qui va amener au pouvoir une famille d'émirs. Donc je parlais de ces grands émirs de la montagne, et en 1711 c'est une famille d'émirs qui s'appelle les Shehab qui vont arriver au pouvoir au Liban. Alors je vais revenir un petit peu en arrière pour expliquer vraiment pourquoi 1711 est si importante.
À l'arrivée des Ottomans au XVIe siècle, 1516, les Druzes, donc les grandes familles druzes, contrôlent toute la montagne avec, encore une fois, cette paysannerie maronite soumise à des féodalités druzes. Les Ottomans s'appuient dans tout leur empire. C'est un empire assez décentralisé, ils s'appuient sur des notabilités locales. Et au Liban comme ailleurs, ils s'appuient sur ces druzes, sur ces grandes familles druzes, pour récolter les taxes et faire respecter la loi ottomane. Le problème, c'est que au courant du XVIe et notamment début du XVIIe siècle, ces familles druzes commencent à prendre un petit peu confiance en elles. Notamment du fait des difficultés que l'Empire ottoman commence à avoir, notamment avec la bataille de Lépante en 1571. Disons qu'il y a un petit recul de la puissance ottomane, et ce recul fait que les notabilités locales commencent à prendre leurs aises. Donc les Ottomans éliminent cette grande famille d'émirs qui étaient les Marans, et décident, en tout cas donne l'idée au reste des notabilités druzes de trouver quelqu'un qui puisse à la fois faire le travail sans avoir les moyens de devenir trop puissant. Donc ces familles druzes de second niveau se disent que c'est une très bonne occasion de ne pas avoir l'une d'elles qui gouvernerait les autres, et donc elles décident d'aller chercher une famille étrangère à la montagne, et non seulement étrangère à la montagne, mais en plus d'une religion qui n'est pas une religion historique de la montagne. C'est-à-dire que les religions historiques de la montagne, c'est les Druzes et les Maronites, et donc les notabilités druzes vont aller chercher une famille reliée à la montagne par quelques alliances avec certaines grandes familles druzes, mais disons dont l'ancrage et le fief est extérieur à la montagne. Et cette famille, c'est une famille sunnite de Hasbaïa, donc une petite ville qui, sur la carte, page 4, se trouve dans le Wadi et-Taim, c'est-à-dire au sud-est du Liban actuel, au sud-est du Chouf. Donc c'est une famille considérée comme étrangère, sans aucun fief au Liban, sans aucune clientèle locale. Et donc cette famille sunnite Shehab va se voir proposer le poste de grand émir. Donc le poste de grand émir est attribué à un Shehab en 1683. Et il y a un petit conflit entre les Shehab et une famille druze de la montagne, les Alameddin, qui eux ne voient pas du même œil que les autres familles et disent non, on est au Liban, c'est une famille libanaise qui doit régner, les Shehab sont des étrangers, en plus ils sont pas druzes, donc dehors. Les Alameddin arrivent à rassembler un petit groupe de grandes familles et, avec leurs hommes d'armes, et une bataille a lieu à Ain Dara, donc dans la zone du Chouf en 1711. Les Alameddin perdent, et ce sont les Shehab, avec l'aide des grandes familles druzes de l'époque, et notamment une famille dont on entendra parler jusqu'à aujourd'hui, les Jumblat, qui prennent le pouvoir au Liban, qui virent les Alameddin, qui finiront par s'exiler à Beyrouth et se convertir au sunnisme, et on les retrouvera ensuite à Tripoli. C'est-à-dire qu'en gros les Alameddin sont rayés de la carte politique druze après cette défaite, et donc 1711 voit l'arrivée des Shehab au pouvoir. Et j'ai pris cette date comme départ de la jeunesse du confessionnalisme, parce que les Shehab au pouvoir, c'est-à-dire que c'est une famille sunnite, et donc la raison pour laquelle ils sont là, c'est parce qu'ils sont des étrangers et qui n'ont pas de fief au Liban, et donc ils ont une impossibilité quasi congénitale et structurelle de devenir trop puissants et de faire de l'ombre aux grandes familles et aux grandes féodalités druzes. Parce que ces Shehab sont assez intelligents et ils vont comprendre très vite les dynamiques à l'intérieur de la montagne, et ils vont voir la montée en puissance des Maronites au courant du XVIIIe siècle, et certains de ces émirs vont se convertir au catholicisme et vont rejoindre la communauté maronite. Et ce sera d'ailleurs l'un d'eux, Bachir, que j'ai cité, qui lui est né chrétien. C'est le premier émir de la montagne à être né chrétien, qui va arriver au pouvoir vers 1788, qui va profiter de la confusion que va susciter l'expédition d'Égypte de Napoléon pour vraiment s'implanter dans la montagne et éliminer quelques-uns de ses ennemis. Et c'est cet homme qui va régner pendant quasi 50 ans sur la montagne et qui va favoriser la communauté maronite, non pas par ferveur religieuse, mais tout simplement parce que, étant grand émir, il veut concentrer le pouvoir autour de lui. Le fait que sa famille soit étrangère à la montagne lui interdit d'avoir le moindre fief ou la moindre clientèle historique, donc il va s'appuyer sur le clergé maronite. Il va nommer énormément d'évêques, de prêtres comme secrétaires personnels, comme conseillers, pour, disons, s'attacher les faveurs du clergé maronite et donc les faveurs des ouailles de ce clergé. Et donc, à travers le conflit politique qui se joue entre le grand émir et les grandes familles, va se greffer
sur ce conflit politique va se greffer la polarisation religieuse. C'est-à-dire que le conflit druso-maronite vient non pas de façon religieuse mais de façon purement politique. Et c'est à travers cet homme, l'émir Béchir, qui pour des raisons strictement politiques et pour des raisons qui se résument à son ambition personnelle, va jouer de la division entre les druzes et les maronites pour pouvoir asseoir son pouvoir. Et ça dégénérera après son exil en 1840, quand justement la figure de l'émir va disparaître et que son successeur va être rapidement balayé par les élites druzes qui reviennent en force après la mort de Béchir. Donc c'est au moment où Béchir va disparaître que la polarisation religieuse va dégénérer dans des violences. Mais en gros en 1711 c'est l'arrivée au pouvoir des Chehab, et c'est ces Chehab, à travers leur conversion au catholicisme et à travers la figure de cet émir Béchir, qui vont vraiment susciter cette polarisation religieuse et amener au confessionnalisme. Voilà pourquoi 1711. Alors, cette question du confessionnalisme là, pour vous, ça va perdurer dans l'avenir, ou il y a des chances que ça s'atténue? Je pense qu'il y a bien très, sûr, très il y peu a de des accords chance. de Taïf en 89 qui ont, j'allais dire, scellé dans le marbre la composition avec le retour à la paix, j'allais dire. Mais le dernier recensement remonte, je crois si mes souvenirs sont au moins en 1932. Là. Ouais. Donc depuis, la composition, bien sûr, de la population libanaise a largement évolué. Comment vous voyez l'avenir? Parce que c'est... Là, Ça, j'ai 27 ans et... non, mais justement par rapport aux jeunes Libanais, non, mais je pense qu'il y a... cette question du confessionnalisme est toujours centrale pour les jeunes Libanais, ou est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution? Alors déjà les jeunes Libanais, je suis pas sûr que ça existe vraiment. C'est comme les jeunes Français d'ailleurs. Mais les jeunes au Liban... les jeunes élites tout au moins. Ouais voilà, c'est ce que j'allais dire. Au niveau des jeunes élites, clairement, beaucoup d'entre elles ont des cousins à l'étranger. Enfin, il y a vraiment une diaspora libanaise énorme. Et donc elle a une influence sur la vision du monde qu'ont les jeunes Libanais au Liban. Nos cousins par exemple, voilà, ils ont des cousins en France, au Canada, aux États-Unis, donc ça aide à s'ouvrir un peu l'esprit et à sortir des schémas strictement libanais. Mais le problème c'est que c'est quand même une minorité, même si elle est très présente dans le monde culturel, même si on l'entend beaucoup, même si quand on va au Liban et qu'on est touriste, on traîne dans les quartiers un peu occidentalisés et on entend ça, la réalité du Liban c'est pas ça. Ça c'est quand même une minorité de privilégiés qui constitue peut-être 15% de la population ou 20%. Et la réalité, c'est quand même une population paupérisée qui, du fait des tensions régionales, est quand même de plus en plus à cheval sur sa communauté, sur ses origines religieuses. Et je vois pas trop d'espoir à ce niveau-là. Et même, je dirais que ça a régressé. Dans les années 70-80 et dans les années 50-60, il y avait des partis politiques qui prônaient une certaine laïcité. C'est-à-dire qu'il y avait des partis nationalistes arabes, il y avait même des partis nationalistes syriens, et il y avait le parti communiste libanais. Je suis pas communiste, mais disons que voilà, c'était des partis qui prônaient une certaine laïcité, ou en tout cas l'idée d'une citoyenneté qui transcende les communautés. Aujourd'hui, ces partis, ils sont absolument anecdotiques. Et ils existent absolument pas. Enfin, même quand ils existent encore, comme le Parti national syrien, c'est un conglomérat de notables locaux qui n'ont que le nom de nationalistes syriens, mais qui jouent de ça pour avoir une place au Parlement. Donc vraiment, la laïcité politique, ou en tout cas l'idée de la laïcité, a totalement disparu des vrais débats sérieux qu'il y a pu y avoir dans l'élite libanaise. Après, il y a encore des intellectuels au Liban qui se battent pour ça, notamment Georges Korn par exemple. Toute son œuvre travaille dans cette direction, et il a jamais faibli en ce qui concerne son idée d'une citoyenneté libanaise laïque. Et d'ailleurs, il faut lui rendre hommage à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a aussi énormément d'intellectuels arabes et libanais à l'extérieur, comme mon homonyme Antoine Sfer ou Shibli Mallat qui a fait ma préface, qui se battent pour ça. Mais malheureusement, c'est un combat qui est beaucoup plus présent dans la diaspora qu'au Liban même. Donc c'est pour ça qu'on peut croire à un espoir d'évolution au Liban, mais c'est plus parmi certains Libanais qui en général vivent en dehors du Liban qu'au Liban même. Donc ouais, je suis très pessimiste. D'ailleurs, mais je sais pas, mais il y a des Libanais sûrement ici, je crois que vous l'êtes. Les Libanais de la diaspora, si mes souvenirs sont bons, ils ne peuvent
pas participer au vote en fait. Pas pour le moment, mais ça va bientôt venir, je crois. C'est vraiment. J'ai eu des questions moi, quand j'étais au Liban de savoir comment organiser justement la participation Mais ça, de la diaspora au scrutin. Ça, c'est un débat dont le problème majeur, c'est le confessionnalisme. Parce que la diaspora est majoritairement chrétienne et la majorité du Liban est musulmane. C'est-à-dire que si on fait voter la diaspora, on se retrouve avec une majorité chrétienne qui vote pour un pays à majorité musulmane. Donc c'est quand même compliqué. C'est comme si, je ne sais pas moi, les Irlandais d'Amérique se mettaient à voter pour les élections en Irlande. Même les chiffres de la diaspora libanaise, Le jour de la Saint-Patrick. Voilà. quand on lit les bouquins, les chiffres de la diaspora libanaise, en fait, il y a des écarts énormes. Non, mais la diaspora libanaise, c'est un grand mot. Disons qu'il y a beaucoup de gens de souche libanaise. Oui. On dit environ 14 millions à travers le monde. Mais par exemple, on voit au Brésil, il y a soi-disant 7 millions de Libanais, mais des gens qui ont le passeport libanais au Brésil ou qui ont encore le moindre lien avec le Liban, ils sont très rares. Nous, par exemple, on a l'oncle de mon père qui est au Brésil. Ses enfants sont allés 2-3 fois au Liban, et ses petits-enfants, ils ont absolument aucune idée de ce qu'est le Liban. Mais ils ont un nom libanais et ils sont considérés par certains sociologues comme faisant partie de la diaspora libanaise. Mais c'est pas le même rapport que mes sœurs ou moi pourraient avoir avec le Liban. Mais ouais, la diaspora libanaise, c'est une question complexe. C'est un rapport de 1 à 3 entre Oui, il y en a qui disent 4 millions, il y en a qui disent entre 4 millions, un peu plus de 4 millions et puis 12 millions. Et 12 millions, ouais. Ça fait quand même un sacré. Et encore 12 millions, on sait pas combien de Libanais sont dans le monde. On sait pas vraiment. Non, comme il n'y a pas de recensement. On sait pas. Ouais. Oui. Pour rebondir sur ce problème du confessionnalisme, vous considérez que c'est un problème. Beaucoup de personnes considèrent que c'est un problème. Mais pourquoi est-ce un problème dans une région comme le Moyen-Orient où justement la laïcité n'est pas appliquée dans aucun pays du Moyen-Orient et ok, le modèle professionnel connaît bien sûr des problèmes de fonctionnement, mais en même temps elle garantit la liberté de chaque minorité de pouvoir s'exprimer. Donc au final, pourquoi ce trait péjoratif sur le système multiconfessionnel? Ouais, je suis vraiment désolé que ça a été compris comme ça, mais je comprends pourquoi, pardon. Non, juste ajouter un truc, est-ce que ça garantit pas aussi une forme de souplesse? Enfin, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais est-ce qu'avec ce système de confessionnalisme, on n'a pas évité des crises encore plus graves avec des coups d'État, des dictatures? Non, mais je suis quasiment d'accord avec vous. Enfin, non, mais d'ailleurs, je vous renvoie à mon livre que vous pouvez acheter. Mais non, mais plus sérieusement, mais non, mais je pense pas que le confessionnalisme soit un mal en soi. Je pense que c'est disons que pour ce qui concerne le Moyen-Orient, quand on voit comment le Moyen-Orient est passé donc durant la période ottomane à la citoyenneté, ou en tout cas quand les habitants du Moyen-Orient sont passés à l'émancipation des non-musulmans et à l'égalité des différents sujets ottomans, cette égalité, elle n'a pas été octroyée aux individus, mais elle a été octroyée aux communautés. C'est-à-dire qu'en 1856, il y a un édit du sultan qui a été passé et qui disait les sujets ottomans ne sont pas à différencier, ou en tout cas ils sont à considérer comme égaux en droit, mais dans la mesure où ils appartiennent à une communauté que le sultan reconnaît. Donc c'est cette décision-là qui aujourd'hui est en quelque sorte gravée dans la roche et se retrouve dans toutes les constitutions et dans tous les systèmes du monde arabe. Ce que je me demande dans mon livre, c'est est-ce que c'est dépassable? S'il y a une origine à ce raisonnement, s'il y a une origine au fait que les gens s'identifient par leur religion plutôt que par leur classe, ce qui était le cas avant. Avant, entre un paysan maronite et un paysan druze, il y avait beaucoup moins de différences, ou en tout cas il y avait beaucoup moins de différences ressenties qu'entre un paysan maronite et un féodal maronite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette polarisation religieuse, elle est due à un contexte politique, économique, social qui s'est constitué pendant le 19e siècle, et c'est une création historique. Je ne dis pas qu'il a été mauvais en tout, et effectivement aujourd'hui quand on regarde le Liban, on peut se dire que s'il n'y avait pas de confessionnalisme, où seraient certaines communautés? Est-ce qu'elles auraient encore un ministre? Est-ce qu'elles auraient encore des députés? Peut-être pas. Peut-être pas, parce que rien ne garantit qu'une communauté dominante avec des aides étrangères n'ait pas l'envie d'écraser toutes les autres si elle le peut. Et pourquoi? Le jour où il y aura 51% de chiites, si on a une démocratie à la française, ces 51% de chiites auront 100% du pouvoir. Donc oui, il
il y a un vrai problème. Et d'ailleurs, quand on regarde Israël, on peut voir aussi quelles sont les conséquences d'une démocratie à l'occidentale sur un pays où il y a des divisions religieuses. Parce que les Arabes israéliens, oui, ils sont 20% de la population, bientôt 25%, et on dit en 2050 qu'ils seront quasiment 50%. Mais est-ce que la mathématique démocratique telle que nous on la connaît leur donne la place qu'ils méritent? Peut-être pas, j'en sais rien. Je suis pas spécialiste de la question, mais disons qu'effectivement, dans un contexte ultra complexe, avec des communautés religieuses qui s'apprécient pas forcément, ou en tout cas qui n'ont pas forcément envie de travailler ensemble, le confessionnalisme, ça permet une représentativité plus ou moins équilibrée de chacun en fonction de leur poids. Donc dans cette vision-là, je pense que le confessionnalisme est bon. Mais est-ce que c'est bon sur le long terme pour vraiment créer une citoyenneté et créer une société où les gens puissent vivre relativement normalement? Je pense pas. Parce que quand on est au Liban, il y a quand même même dans les lieux les plus ouverts, les plus occidentalisés, il reste toujours cette espèce de petites tensions, de petits malaises quand les questions politiques, les questions religieuses viennent. Et dans cette mesure, je pense pas que le confessionnalisme soit la panacée. Je pense qu'il peut être amélioré, je pense qu'il peut être dépassé par l'éducation, par un travail sur l'histoire aussi. Le jour où tous les Libanais comprendront d'où vient ce confessionnalisme, c'est d'ailleurs ce que j'essaye de faire dans mon travail, le jour où ils comprendront pourquoi ils se pensent les uns et les autres en fonction de leur religion, peut-être qu'ils arriveront à dépasser cette approche-là. Après, c'est absolument pas à moi de juger l'opportunité de ce système, quoi. Mais je pense qu'on peut y réfléchir. Moi, en tant que franco-libanais, j'aimerais un peu rebondir sur ce qui vient d'être dit. Notamment concernant la question des jeunes intellectuels, vous avez parlé de Georges Korn. Il y a son fils, Mounir Korn, qui vient de publier un livre qui s'appelle Pour une troisième république libanaise. Exactement. Et dont l'un des piliers de la troisième république libanaise serait la laïcité. Donc serait la fin du confessionnalisme. La question du confessionnalisme politique, je pense qu'effectivement elle garantit une certaine liberté pour des communautés peu visibles et même pour des personnalités qui n'auraient peut-être pas eu l'occasion de devenir aussi prestigieuses comme Hassan Twain par exemple. Oui, c'est clair. Toutefois, je pense que le débat est mal posé. C'est-à-dire que le problème ne vient pas des citoyens, à mon avis, il vient de l'élite politique. L'élite politique, elle est à la fois divisée et en même temps elle travaille dans une logique commune, dans une logique très semblable. C'est-à-dire que on divise la part du gâteau entre chaque communauté, mais on sait que chaque élite, chaque communauté aura toujours sa petite part du gâteau. Donc on va essayer de taper sur les Druzes, on dira non, par exemple, si on veut faire respecter une loi normale, on veut la faire appliquer à un Druze, il va dire, le Jumblat va dire, ils essayent de nous la faire appliquer parce que nous sommes Druzes. Et inversement pour les sunnites, pour les maronites, etc. Ce qui fait que c'est l'exploitation finalement du communautarisme politique par les élites politiques du Liban qui fait que le confessionnalisme est un problème. Pas forcément le confessionnalisme en soi. Je suis assez d'accord, mais le problème c'est que ces élites politiques, elles sont élites politiques parce qu'elles sont élues. Donc à la fin, la responsabilité, elle est au niveau du peuple. Je veux dire, le Liban, quoi qu'on en dise, ça reste quand même une démocratie relativement avec ses défauts, mais je veux dire, dans mon village ou dans le vôtre, si vous avez encore des attaches là-bas, vous voyez qu'à chaque élection, voilà, le débat est ouvert, on décide de qui va être élu, il y a des élections plus ou moins ouvertes, et je veux dire, rien ne force les Druzes à voter Jumblat. Et rien ne force qui que ce soit à voter pour les gens qui veulent maintenir ce système. Après, je blâme pas les gens qui votent et qui structurellement permettent à ce système de se perpétuer, mais je pense quand même qu'il y a une responsabilité des Libanais. Et ça je le vois même, je pense que vous le voyez aussi. Je veux dire, il y a tellement de Libanais qu'on voit à l'étranger, qui sont les plus ouverts, les plus laïcs possibles. Une fois qu'ils mettent le pied à l'aéroport de Beyrouth, ils deviennent confessionnalistes. Non mais c'est vrai. Et ça c'est incroyable.
il y a quelque chose dans l'air là-bas qui fait que les gens perdent complètement leur raison. Non, mais et ça, je défie tous les Libanais présents ici de dire le contraire. Il y a un vrai problème. Et même moi, quand je me retrouve dans la Kadisha et tout ça, je me dis, oh là là, les maronites, machin. Mais ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut réussir à vaincre un jour. Et même si, effectivement, il y a des élites qui en profitent et qui jouent dessus, rien n'empêche le peuple un jour de dire, eh ben moi, je préfère voter pour, je ne sais pas, Rassan Touaini, même si je suis musulman ou même si je suis pas orthodoxe. Moi, là, je suis pas d'accord. Je peux me permettre sur la... C'est lié à la faiblesse de l'État. Peut-être, oui. C'est formidable parce que moi, quand j'ai été au Liban, j'étais surpris. Ça fonctionne, mais j'allais dire. On Sans appliquerait État. le même système en France, ça serait un gigantesque bordel. Ouais. Parce que à Beyrouth, ça fonctionne, quoi. Ouais, c'est Non, vrai. c'est vrai. Ouais, mais il n'y a pas eu de gouvernement pendant 10 mois et ça se passait très bien. Et ça continue à fonctionner. Ça ne fonctionne pas si bien que ça. quand même. Oui, mais ça Oui, fonctionne mais pas mieux avec un gouvernement. C'est sûr qu'il y a des problèmes pour nommer les ambassadeurs, toutes ces choses-là. Même les richesses pétrolières, là, en ce moment, l'affaire est bloquée parce que là aussi, il faut que ça soit réparti Ouais. entre les différentes confessions. Oui, non, c'est clair. Alors, moi j'aurais une question. En faisant écho à toutes ces questions de communauté, au moment des combats de 2006, est-ce que, alors maintenant, le sud Liban, autant que je le sache, il est essentiellement, quasi exclusivement chiite. Il y a encore des gros villages Oui, chrétiens. il y a encore quoi. des gros villages chrétiens. Alors, comment ont réagi ces populations civiles libanaises, ou comment se sont comportées, ou comment... Est-ce qu'il y a eu une réaction particulière de ces populations civiles libanaises qui, en fait, prenaient les coups, en grande partie? Et puis, alors, une question qui est peut-être un peu plus délicate, mais on sait bien qu'en Israël, vous l'avez évoqué, il y a une minorité musulmane, il y a une minorité druze en Israël, il y a une minorité, etc. Et est-ce que, au-delà de la frontière étatique officielle, ça se traduit par des relations de communauté? Ouais. Transfrontalière. Dans ce qui concerne les combats, en réalité, beaucoup de milices, un certain nombre de milices présentes défendaient plus leur village que parfois ne faisaient pas partie du Hezbollah. Hein. Il y a eu tout un tas de combats entre Tsahal et des milices qui ne faisaient pas partie du Hezbollah et qui, en réalité, défendaient leur village contre l'agresseur. Et donc sensiblement, autant que je sache, tout le monde a participé plus ou moins au combat contre Tsahal dans ce qui était au moins dans la région sud, dans la région attaquée. Quoi. Alors, après là, c'était plus ambigu. Là, on est dans la logique de ce qu'on appelle, ce que j'ai entendu appeler là-bas, la résistance. Non, je ne sais pas, je pose la question. C'est une résistance immédiate, une agression, une invasion, tout simplement. Quelqu'un qui, quelles que soient les divisions et les conflits à l'intérieur du Liban, qui reste quand même un ennemi commun. Quoi. Maintenant, les balais qui sont ici pourront peut-être... Ce qui est intéressant, c'est... Est-ce que tu as des éléments sur l'armée israélienne, sur les communautés israéliennes, en Israël? Alors c'est plus... J'avoue que je ne sais pas trop. Je sais que les Arabes ne font un service que volontaire. Les Druzes combattent dans l'armée. Les Druzes combattent souvent dans l'armée, oui. Ouais. Par contre, ils sont souvent ils fournissent généralement de bons combattants, d'ailleurs, ils sont très appréciés. Voilà, maintenant, l'armée israélienne se méfie quand même, malgré tout, de ces contingents arabes, de ces soldats arabes, qui restent très, très minoritaires, quoi. Voilà, maintenant, je ne pourrais pas en dire beaucoup plus, quoi. Oui. Moi, j'aimerais vous poser une question justement sur cette thématique de la résistance, parce que c'est une thématique que Hezbollah exploite depuis finalement sa création. Oui. Et là, vous l'avez rappelé, ils ont d'abord fait une opération sur le territoire israélien. Ils exploitent après la thématique de la résistance. Même là, dans leur intervention en série, encore une fois, il y a la thématique de la résistance qui revient. Comment une armée moderne combat stratégiquement, politiquement, médiatiquement contre un mouvement qui tout le temps revendique finalement être agressé, qui finalement revendique toujours être dans la résistance?
le Hezbollah, c'est l'organisation non étatique la plus puissante au monde. C'est d'une redoutable efficacité, incontestablement. C'est un peu comme les Esquimaux dans le pôle Nord. Ils sont parfaitement adaptés à leur milieu, mais ils en deviennent dépendants. Et ils deviennent dépendants du milieu extrême qui est autour d'eux. Quand on les sort de ce milieu, c'est plus pareil. Le Hezbollah s'est construit contre un ennemi. Construit contre Israël, il a été créé quasiment pour ça. Il a su se transformer, petite organisation de guérilla, puis quasiment une sorte d'État avec une armée quasi irrégulière, mais qui était construite, et sa justification première, c'est la lutte contre Israël, quoi. Alors que, et toute la difficulté, c'est lorsqu'Israël n'est plus là, quoi, finalement. Lorsqu'Israël n'est plus au Liban, comment on continue, quoi. Mais voilà, on justifie l'existence du Hezbollah, l'existence d'une armée autonome dans un pays quand même souverain, par cette obligation de lutte contre Israël, en disant voilà, le combat continue, le combat n'est pas fini, il y a encore les fermes, il y a encore des prisonniers, on cherche des prétextes. Bon, maintenant on notera que après cette guerre, je pense que le Hezbollah, je pense que le Nasrallah n'avait pas prévu, n'avait pas anticipé la violence de la réaction israélienne. Et que finalement ce combat, un peu cette guerre froide, leur satisfaisait, quoi. Mais et on notera que depuis 2006, ils n'ont plus mené d'agression forte contre Israël. Comme quoi, finalement, cette guerre a joué son rôle de dissuasion. Et donc toute la difficulté du Hezbollah maintenant, c'est se trouver une justification. Pourquoi est-ce qu'on existe encore? Alors effectivement, on a le prestige d'avoir résisté contre Israël, d'avoir montré qu'on est une armée, on est la première armée arabe à avoir résisté à Israël, en effet. Mais maintenant, il est difficile de jouer éternellement sur cette question, de représenter la résistance du Liban vis-à-vis de la menace, quoi. Et on voit bien d'ailleurs en Syrie, effectivement, qu'on est dans un contexte beaucoup plus ambigu déjà. C'est juste, comme je disais tout à l'heure, qu'en fait, quand l'armée israélienne avait été complètement prise de court, en fait, par la réaction du Hezbollah, est-ce que ça s'est traduit après par une mise à plat? Parce que vous avez l'air aussi de dire qu'en fait, très clairement, ce qui leur est arrivé, en fait, peut très bien se produire à n'importe qui, c'est-à-dire à la fois de la très haute technologie, mais complètement déconnectée des troupes, des troupes terrestres et autres. Est-ce qu'il y a eu une mise à plat de leur part, une remise en cause de ce qui avait été fait? Et deuxièmement, est-ce que aussi les autres armées occidentales en ont aussi également tiré les leçons? Parce que vous avez l'air de dire que finalement c'est un peu aussi ce qui s'est produit à une autre échelle, à la fois dans le sud, oui, en Afghanistan. Voilà, en Afghanistan, en Irak, au même moment. Alors, pour les Israéliens, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une armée qui est soumise assez rapidement au désordre. C'est une armée jeune, on l'avait vu après la guerre des 6 jours, brillante victoire, et puis quelques années plus tard, ils sont humiliés, 6 ans plus tard, ils sont humiliés notamment par l'armée égyptienne pendant les premiers jours de la guerre du Kippour. Donc ils ont une capacité effectivement à engendrer une forme de désordre, parce qu'ils ont du mal à capitaliser sur une mémoire de compétences tactiques, mais ils ont aussi une capacité à remettre effectivement les choses à plat. Donc après la guerre de 2006, il y a eu des débats, il y a eu une commission Vinograd qui a examiné exactement dans le détail, comme après la guerre du Kippour d'ailleurs, pourquoi ça n'avait pas marché. Donc il y a tout un processus de rétex, de retour d'expérience extrêmement précis qui a été fait, très exhaustif. Il y a eu des sanctions d'un certain nombre de généraux, le général Dana Lutz, chef d'état-major de l'armée de l'air en premier lieu, qui a été obligé de démissionner. Et effectivement, il y a eu tout un processus qui a porté, du point de vue purement militaire, a porté ses fruits.
incontestablement, l'armée qui affronte le Hamas pendant l'opération Plan Durci, même si le Hamas n'est pas le même adversaire, c'est quand même différent, quoi. Ils ont tenu, c'est d'un point de vue les médias, j'avais pas parlé, mais la gestion des communications, la communication c'était catastrophique côté israélien. Là, au moment d'affronter le Hamas, on s'aperçoit que, au contraire, c'est extrêmement maîtrisé. Tout est bien maîtrisé, y compris sur Internet. Par exemple, à l'époque où j'étudiais, j'étais juste à côté, j'étudiais cette opération. J'allais sur Internet pour essayer de trouver des informations, puis je me suis aperçu qu'il fallait que sur Google que j'aille sur plusieurs pages pour trouver des choses qui étaient défavorables à Israël, parce qu'ils avaient occupé les points clés d'Internet, YouTube, ils avaient occupé tout un certain nombre de choses. Ça a été réfléchi, ça a été pensé. Donc il y a eu tout un travail en quelques années en profondeur. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, ce qui concerne le conflit lui-même, c'est assez différent. Parce que là, on remet en cause, par exemple, la haute technologie, un petit peu. On remet en cause la puissance aérienne, l'emploi de l'armée aérienne en premier lieu, comme ça avait été le cas au Kosovo, comme ça avait été le cas au début en Afghanistan, comme ça avait été le cas dans différents conflits. Et juste une anecdote, j'avais fait participer à une conférence avec des gens de l'armée de l'air. L'armée de l'air, c'est évidemment ce conflit, ça leur plaît pas du tout, quoi. Donc on ne l'étudie pas. Et eux ils parlaient, il fallait faire ils appelaient ça le retour d'expérience raisonné. Donc en gros il fallait ce conflit, voilà, c'était un coup anormal sur lequel il fallait pas se poser de questions. C'était pas normal. Ils disaient, regardez, bon, on a quand même détruit, effectivement les lanceurs l'ont porté, on était capable, les aviateurs israéliens étaient capables de détruire les lance-roquettes très vite, et si ça n'a pas marché, c'est parce qu'ils se cachaient au milieu de la population civile, c'est fourbe, c'est lâche. Bon. Mais tout ça, ça s'introduit, c'est toujours intéressant le rétexte, hein, ça s'introduit dans des débats internes où vous avez en gros deux grandes logiques. Vous avez une logique qui dit, voilà, au moment de ces grands conflits de contre-insurrection, en disant, voilà, la menace première c'est ça, c'est vaincre ces organisations, dont je rappelle quand même que du Hezbollah jusqu'au réseau Haqqani en Afghanistan, en passant par l'armée de Mahdi en Irak, on n'en a vaincu aucune. Le seul succès de toute cette période, c'est le retournement, c'est le mouvement du Sawa, ce mouvement du réveil en Irak, et le retournement des organisations nationalistes sunnites. C'est le seul succès qui a permis in extremis de rétablir la situation en Irak. Sinon, pour le reste, on n'a vaincu par les armes aucune de ces organisations. Et donc vous avez une logique souvent dominé par l'armée de terre, qui dit voilà, il faut gagner ces conflits tout de suite avec des forces au sol, essayer de contrôler, sécuriser la population, ça se passe au milieu de la population, etc. Et puis vous avez une autre logique qui dit mais est-ce que ces conflits sont essentiels, est-ce que les intérêts vitaux sont en jeu dans ces conflits des nations, est-ce qu'en s'intéressant à ces conflits, on ne va pas perdre des compétences de haute technologie qui nous seraient utiles face à de vraies menaces, la Chine par exemple, ou la Russie, enfin quelque chose de plus sérieux. Et donc on est en tiraillement permanent entre ces deux conflits, et bien souvent les conflits sont un peu instrumentalisés, plus que nourrissant ces débats, ils sont instrumentalisés au service d'une cause. Voilà, moi j'avais vu un truc, c'était assez amusant. J'ai beaucoup étudié le conflit en Irak, et où j'avais vu deux études sur l'emploi des hélicoptères en Irak. Une par l'armée de l'air, une par l'aviation légère de l'armée de terre, donc les hélicoptères. Bon, une, la LAD qui disait c'est super, avec les mêmes données, les mêmes faits, les mêmes éléments, et qui concluait c'est vachement bien, c'est vraiment la clé du succès, les hélicoptères il en faut partout, et puis de l'armée de l'air qui disait finalement les hélicoptères c'est nul, et visiblement ça sert à rien, quoi. Avec les mêmes données. Donc voilà, donc ça rentre. Encore une fois, si j'ai écrit aussi ce livre, parce que je l'ai écrit aussi parce que j'oublie pas mon camarade Marc-Antoine Briand quand même, co-auteur, c'est parce que ça sert aussi les intérêts de l'armée de terre, très clairement, quoi. Et lorsque j'avais fait cette étude pour le centre de doctrine d'emploi des forces, qui est le centre de doctrine de l'armée de terre, en réalité on n'aurait jamais sorti si ça n'avait pas servi, ça n'avait pas contredit effectivement les intérêts de l'armée de terre.
Moi, je voudrais vous interroger un petit peu tous les deux, parce que c'est une question qui est à cheval entre les deux sujets. On parle de confessionnalisme beaucoup au Liban, et donc notamment pour le cas du Hezbollah, qui est à majorité chiite. Comment est-ce que vous expliquez que, idéologiquement, il ait pris une telle puissance au sein du Liban, donc notamment auprès des autres confessions, auprès des juifs, auprès des sunnites? Comment est-ce qu'on explique que, d'un seul coup, tout le monde est trouvé globalement dans les grandes lignes, le Hezbollah formidable? Bon, alors c'est le point de vue d'un non-libanais, vu de l'extérieur. C'est parce que c'est une organisation qui s'est intéressée peut-être à une frange de la population un peu abandonnée, un peu délaissée, parce que c'est peut-être une vraie méritocratie, le Hezbollah, que quand on est bon, on peut monter dans cette organisation, alors que peut-être que dans le reste de la société libanaise, lorsqu'on n'est pas né dans la bonne famille, c'est plus compliqué. Et puis parce que c'est une organisation qui effectivement s'est révélée intelligente, s'est révélée efficace. C'est une grande souplesse, et donc elle a obtenu un certain nombre de succès. C'est une organisation chiite, et comme toutes les organisations chiites, elle a une vision globale du problème. Contrairement, c'est assez étonnant de voir, par exemple en Irak, où vous avez l'armée d'Imadi, qui est également une organisation chiite, mais qui prend en compte la population, les besoins de la population, qui a une justice, qui est relativement centralisée, qui a une vision politique, etc., face à des organisations sunnites qui, elles, sont complètement éclatées, sont complètement fragmentées. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez c'est une organisation globale qui s'intéresse à l'ensemble de la population, qui rend la justice, qui est un entrepreneur privé, qui est un acteur économique important, enfin qui est dans tous les domaines, qui joue sur tous les tableaux. Il me semblait que c'était effectivement un acteur économique important, et tout ce que vous disiez, je rejoins un peu là-dessus, mais j'avais le sentiment que c'était quand même plutôt centré sur les chiites. Oui. En tout cas, les actions du Hezbollah sont plutôt centrées sur les chiites, et pour autant, leur succès politique, il est bien au-delà en fait, de cette confession. Mais en fait, je pense que voilà, je pense qu'il y a aussi le rôle d'Israël dans le succès du Hezbollah. C'est-à-dire que le fait d'avoir pilonné le reste du Liban en 2006, on a vu, moi je me souviens encore, entre les 2 premières semaines des bombardements et les 2 dernières, l'ensemble de la population libanaise a quasiment changé de camp. C'est-à-dire qu'au début, on maudissait le Hezbollah de nous avoir envoyé ça, mais quand les Israéliens ont commencé à détruire des ponts à droite et à gauche et à casser tout ce qui bougeait, les gens se sont dit, tant qu'à faire, autant que le Hezbollah gagne, quoi. Donc ça, je pense que ça a énormément joué. Un peu plus loin, un peu plus loin dans le temps, je pense qu'aussi, voilà, le fait qu'ils aient réussi à faire sortir Israël du sud du Liban, quelle que soit la complexité au sud du Liban, les membres de l'ALS, qui souvent étaient chiites, en plus pas forcément chrétiens, mais disons que voilà, c'est quand même une victoire pour la rue arabe, ça a compté, je pense, notamment chez une certaine rue arabe sunnite en dehors du Liban. Je suis pas sûr que les sunnites du Liban soient des grands fans du Hezbollah, mais en ce qui concerne les chrétiens, je pense aussi qu'il y a un aspect historique qu'il faut pas oublier. Et d'ailleurs, quand on entend les discours du général Aoun, c'est assez clair. Le général Aoun, c'est un des leaders maronites qui s'oppose à une autre frange du monde politique maronite qui est les forces libanaises. Mais bon, il y a toute une partie des chrétiens du Moyen-Orient et des chrétiens du Liban en particulier qui voient les chiites comme une autre minorité qui historiquement a aussi été persécutée par une majorité sunnite. Et donc il y a c'est peut-être totalement instinctif et irrationnel. Je juge absolument pas. Je veux pouvoir parler librement, mais je prends pas parti. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'il y a moins de risques à travailler avec des chiites qui eux-mêmes sont une minorité dans le grand monde musulman sunnite, et donc qui ont cette approche minoritaire, peut-être plus tolérante sur certains points. Et quand on voit par exemple les 2 grandes puissances sunnites d'un côté et chiites de l'autre, que sont l'Arabie Saoudite et l'Iran, on se rend aussi compte que voilà, les minorités religieuses en Iran ont une reconnaissance constitutionnelle. Il y a des députés arméniens, juifs, sunnites qui sont au Parlement iranien. En Arabie Saoudite,
qui est un petit peu le pendant sunnite de l'Iran chiite, c'est pas vraiment le cas. Et je pense que ça, c'est dans la tête de beaucoup de chrétiens, non seulement au Liban, mais aussi en Syrie. Et c'est ce qui explique aussi que les chrétiens de Syrie, malgré tout ce qu'ils ont pu endurer sous Assad, sont pas forcément ultra excités à l'idée de voir le régime alawite, qui fondamentalement est chiite, tomber et être remplacé par un régime sunnite dont on ne sait pas vraiment qui sera derrière, quel genre de puissance va pouvoir le financer et quel genre de politique il va mettre en place envers les minorités. Donc je pense que l'histoire et l'appartenance des chrétiens, des druzes, des arméniens et des chiites à un espèce de monde minoritaire dans un grand ensemble sunnite fait qu'ils se font peut-être un peu plus confiance instinctivement. Après, ça n'explique pas tout. Le fait qu'une bonne partie de la communauté maronite soit pro-saoudienne et plutôt pro-sunnite au Liban montre bien que c'est pas scientifique comme rupture, mais il y a ça à prendre en compte. L'histoire a un gros poids dans l'inconscient collectif. Et même au niveau des maronites, ça c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. En 76, quand les Syriens sont rentrés au Liban, c'était pas pour aider les musulmans. Même si à la fin de la guerre, les Syriens ont été vus comme le soutien des musulmans dans leur combat pour un rééquilibrage du pouvoir contre les chrétiens. Quand les Syriens sont arrivés au Liban, c'était sur l'appel de Sleiman Frangieh, qui était le président maronite de l'époque. Et Sleiman Frangieh, c'est le grand féodal du nord du Liban. Et la famille Frangieh a toujours eu, depuis des centaines d'années, ou en tout cas plusieurs dizaines d'années avant 76, des liens directs avec la famille Assad, qui était un petit peu la famille dominante de la montagne alawite, qui était en gros la chaîne de montagne juste au nord de la chaîne de montagne sur laquelle régnaient les Frangieh. C'est-à-dire que même en 75, ça c'est une analyse que peu de journaux ont fait, mais si Frangieh et si les chrétiens du Liban ont appelé l'armée syrienne, c'est pas les chrétiens du Liban appelant l'armée syrienne, c'est Frangieh appelant son copain Assad pour venir l'aider à se débarrasser de son problème. Donc il y a ces féodalités, ces grandes familles dont vous parliez, dans lesquelles il vaut mieux naître dans certaines communautés pour pouvoir exister politiquement au Liban, elles sont hyper présentes. Et l'héritage, la mémoire des communautés, la mémoire des familles est hyper importante dans l'orientation que chacune va prendre. Et encore une fois, je vous renvoie à mon bouquin que vous pouvez acheter ici, mais si vous lisez certains raisonnements que tenaient en 1840 ou en 1860 certains leaders libanais de l'époque, vous retrouvez exactement les mêmes réflexes et parfois la même irrationalité dans certains alignements qu'on peut voir aujourd'hui ou dans les années 70-80. C'est assez troublant, parfois un peu désespérant, quoi. Mais l'histoire a un gros poids. Je pense beaucoup plus que l'actualité et que les soubresauts du conflit israélo-palestinien ou des tensions entre Hezbollah et Israël ou des choses comme ça. Je pense que l'histoire a un énorme poids. C'est totalement anecdotique, hein. Mais je me souviens d'être monté sur Baalbek et d'avoir été contrôlé gentiment, hein, mais contrôlé à un poste Hezbollah, et de chaque côté de la route il y avait le drapeau jaune, le drapeau chiite, hein, et sur le côté, en remontant vers Baalbek, sur le côté gauche de la vallée, de très beaux vignobles avec de superbes caves coopératives où vous pouvez déguster un excellent vin. Ouais, carrément. Mais il n'y a pas de problème. En pleine zone chiite. Oui, non, mais c'est clair. Donc bon, cette mixité, c'est beaucoup moins. Ces mélanges, mais c'est-à-dire que l'islamisme du Hezbollah, il est avant tout lié à son lien avec l'Iran. Mais quand on est sur place, quand on se balade dans le quartier Hezbollah de Beyrouth, dans la même famille, il y a une fille voilée de la tête aux pieds parce qu'elle travaille dans l'école financée par le Hezbollah et que pour être prof dans cette école, il faut être voilé. Et il y a sa sœur qui va faire les courses au marché et qui est en mini-jupe. Ça existe dans la banlieue sud de Beyrouth. Donc, et par contre, ce genre de choses, on les voit beaucoup moins dans la ville de Tripoli actuellement, qui depuis 10 ans a pris un virage totalement salafiste, où les anciennes élites sunnites plutôt éclairées ont perdu tout leur pouvoir face à des nouvelles élites directement financées par l'Arabie Saoudite et dans lesquelles on voit beaucoup moins de dialogue, de brassage et d'ouverture. Et par exemple, la bibliothèque, la plus grosse bibliothèque de Tripoli, 73 000 bouquins, l'une des plus grosses du Moyen-Orient, elle a brûlé en janvier. Et on n'en a pas parlé, mais cette ville, elle est aux mains de pro-occidentaux. Et les gens qui ont fait ça, c'est des gens que, en tout cas nous, officiellement, soutenons. Donc il y a aussi une réflexion à faire, et pareil, ce livre peut-être y aidera un petit peu, mais je pense que la vision que la France, ou en tout cas beaucoup d'élites françaises ont du Moyen-Orient est beaucoup plus complexe. Et si on écoute un peu les chrétiens d'Orient et l'analyse qu'ils font de la situation au Moyen-Orient, peut-être qu'on pourra voir aussi
la situation avec un peu plus de mesure et moins voilà, les gentils sont à Riyad et les méchants sont à Téhéran. Je dis pas que les gentils sont à Téhéran et que les méchants sont à Riyad, mais je dis que c'est plus compliqué que ce qu'on entend souvent à la télé.